Ennemi public numéro 1. C'est ainsi que les États-Unis désignent leurs plus grands adversaires nationaux, un statut qu'ont reçu des criminels et terroristes notoires comme Al Capone, Oussama Ben Laden ou Pablo Escobar tout au long de l'histoire américaine. Être l'ennemi public numéro 1 n'est pas seulement périlleux, cela signifie également vivre dangereusement. Tout au long de leur histoire, les États-Unis ont démontré à maintes reprises qu'ils ne reculeront devant rien pour neutraliser leurs ennemis d'État. Ils emploient les méthodes et technologies les plus impitoyables pour les traquer. Mais ce qui est encore plus extrême, c'est le sort qui attend ces ennemis d'État une fois localisés. Lorsqu'il s'agit de l'ennemi public numéro 1, les États-Unis ne reculent devant aucune brutalité. Dans cette vidéo, nous vous montrerons avec quelle cruauté les États-Unis éliminent leurs ennemis d'État. Commençons par un homme responsable de l'un des plus grands traumatismes de l'histoire américaine, Oussama Ben Laden. En tant que fondateur et chef d'Al-Qaïda, il a orchestré les attentats contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Suite à cela, il est probablement devenu l'homme le plus recherché au monde. Pourtant, il a fallu près de 10 ans avant que Ben Laden ne puisse être capturé et que les États-Unis puissent exercer leur vengeance. Mais comment cela s'est-il exactement produit ? Immédiatement après les attentats de 2001, une piste importante a émergé. Ben Laden se serait prétendument caché dans les grottes de Tora Bora en Afghanistan. L'armée américaine a lancé une opération sur place, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Par la suite, ils ont tout mis en œuvre pour le localiser. Pendant 9 longues années, ils ont fait peu de progrès et ignoraient toujours où Ben Laden se cachait précisément. La percée décisive n'est survenue qu'en 2010 grâce à un nom, Abu Ahmed al-Koweïtien, un coursier considéré comme le confident le plus proche de Ben Laden. Pendant des années, il a été pisté, mis sur écoute, filé. En 2010, sa trace a finalement mené à une propriété mystérieuse dans la ville pakistanaise d'Abbottabad. Au mur, absence de connexion Internet, pas de ligne téléphonique. La demeure semblait être une relique d'une autre époque. Et pourtant, tout laissait présager que derrière ces murs se dissimulait le terroriste le plus recherché au monde. Pour confirmer cette suspicion, la CIA a eu recours à une première méthode extrême. Ils ont simulé un programme international de vaccination dans la ville, simplement pour obtenir secrètement des échantillons d'ADN des enfants dans la maison. Et les échantillons l'ont confirmé. Dans cette demeure suspecte vivaient les enfants d'Oussama Ben Laden et presque certainement lui-même. En mars 2011, le président américain de l'époque, Barack Obama, a pris une décision capitale. Il a ordonné une mission avec pour consigne d'éliminer Oussama Ben Laden. Et cela s'est produit peu après. Le 1er mai 2011, 0030, heure locale, 2 hélicoptères des Navy Seals traversent silencieusement le ciel pakistanais. Objectif, le complexe d'Abbottabad. L'opération est baptisée Opération Neptune Spear. À bord se trouve l'unité d'élite SEAL Team 6. Des hommes formés pour tuer en quelques secondes, et cette fois avec une seule cible en tête, Oussama Ben Laden. Ce qui s'ensuivit fut une frappe chirurgicale mais brutale. En 40 minutes, tout était terminé. Les SEAL ont pris d'assaut la maison et tué 5 personnes, dont le fils de Ben Laden, son coursier et l'épouse du coursier. Lorsqu'ils ont finalement atteint l'étage supérieur où Ben Laden se trouvait avec sa famille, ils n'ont pas hésité une seconde. 2 tirs d'un fusil HK-416 l'ont touché, un dans la poitrine et un directement dans la tête. Pas de procès, pas de capture, juste la mort. Le corps a été emporté, mesuré, photographié et analysé. Et finalement, le jour même, immergé dans le nord de la mer d'Arabie, dans un linceul lesté avec des chaînes, afin qu'en aucune circonstance il ne puisse jamais refaire surface. Pendant ce temps, certaines personnes étaient assises à la Maison Blanche, suivant cette mission en temps réel, dans une petite pièce exiguë, rarement utilisée, la salle de crise ou situation room, parmi eux, Barack Obama. La tension était palpable et chaque visage était impassible. Lorsque la nouvelle est parvenue que Ben Laden était mort, Hillary Clinton aurait placé sa main sur sa bouche sous le choc. Obama lui-même était resté calme. Quelques heures plus tard, il s'est adressé au monde entier et a prononcé des paroles qui sont entrées dans l'histoire. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Justice has been done. Le cas Ben Laden démontre que les États-Unis ne reculeront devant rien pour éliminer leurs ennemis, que ce soit des campagnes de vaccination factices, éthiquement douteuses, ou même l'acceptation que des femmes et des enfants potentiellement innocents puissent perdre la vie.
Poursuivons avec un cas qui démontre que les États-Unis ne s'arrêtent pas à la poursuite et à l'élimination brutale des chefs d'État d'autres pays. Nous parlons de Saddam Hussein, qui, après de nombreuses années au sein du gouvernement irakien, est finalement devenu le leader dictatorial de l'Irak à la fin des années 90. Mais comment cela a-t-il fait de lui un ennemi de l'État américain? Et comment a-t-il rencontré sa fin brutale aux mains de l'armée américaine? Tout comme Ben Laden, Saddam Hussein est devenu un ennemi d'État américain au début des années 2000 quand de plus en plus d'attentats terroristes se sont produits. Même s'il n'était pas responsable des attaques, il représentait une menace significative. En tant que tyran, il avait fait produire des armes de destruction massive en Irak. Et en tant que dirigeant de l'Irak, il était responsable de nombreux massacres violant les droits humains contre des minorités comme les chiites et les Kurdes. Pour l'administration Bush, suffisamment de raisons pour faire de Saddam Hussein la cible numéro 1. Le 20 mars 2003, la tempête a commencé. Les États-Unis ont lancé l'invasion de l'Irak. Avec plus de 10 000 soldats, des centaines d'avions et de chars, et même plusieurs porte-avions, ils ont attaqué. En 3 semaines, Bagdad est tombé. Mais aucune trace de Saddam Hussein. Le dictateur s'était caché et le pays était plongé dans le chaos. Ce qui a suivi fut l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire militaire. Saddam a été déclaré cible numéro 1 par l'armée américaine, un ennemi d'État qui devait être capturé à tout prix. 600 soldats, des dizaines de drones et même des agences de renseignement se sont mis en quête de le retrouver. 8 mois plus tard, le 13 décembre 2003, la tristement célèbre opération Red Dawn a eu lieu. Mais ce n'était que le début de sa fin. Après cela, les États-Unis l'ont officiellement remis au gouvernement transitoire irakien nouvellement installé. Mais en secret, ils continuaient à tirer les ficelles. Les États-Unis ont œuvré pour que Hussein soit accusé de crimes contre l'humanité dans un procès spectacle. Les juges et procureurs ont été délibérément sélectionnés et influencés par les États-Unis. Dans ce procès, où personne de l'extérieur ne pouvait intervenir, Saddam Hussein a finalement été condamné à mort par pendaison. Hussein a fait appel, mais celui-ci a été promptement rejeté et seulement 4 jours plus tard, le 30 décembre 2006, la peine capitale a été exécutée. Même là, ce sont des soldats américains qui l'ont remis aux bourreaux irakiens. Qu'il s'agisse d'une juste punition ou non, c'était un acte de vengeance brutale. Et le cas de Saddam Hussein a également démontré que les États-Unis n'ont aucun problème à évoluer dans les zones grises juridiques du droit international pour neutraliser leurs ennemis. D'une manière astucieuse, ils ont orchestré sa mort comme résultat d'un processus judiciaire. Mais l'issue était entre leurs mains dès le début. Le cas suivant démontre que les États-Unis n'éliminent pas toujours complètement leurs ennemis d'État immédiatement, mais parfois les maintiennent en vie avec des intentions et des méthodes brutales, et avec quel arbitraire ils procèdent, parfois. Nous parlons d'Abu Zubaydah. Pendant des années, on le soupçonnait de jouer un rôle important dans diverses organisations terroristes islamistes, notamment en tant que formateur pour de jeunes combattants. Sans que Zubaydah ne soit officiellement inculpé ou condamné, et même sans preuve manifeste, les États-Unis ont fait diligence en 2002. Ils l'ont capturé au Pakistan. Peu après, là, il a été envoyé à Guantanamo Bay. Pour lui soutirer des informations, Zubaydah y a été torturé en utilisant des méthodes trop cruelles pour être décrites ici en détail. Les méthodes étaient si sévères qu'il y a eu un énorme tollé aux États-Unis lorsque les rapports de la CIA sur ces méthodes sont devenus publics. Aujourd'hui, Zubaydah est toujours détenu à Guantanamo et n'en sortira probablement jamais. Sans procès, sans verdict. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de la répression sévère des Américains contre leurs ennemis d'État. Abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo et laissez un like. Merci d'avoir regardé.